Dissolution, histoire d'un séisme politique, un film de Pauline Pallier écrit par Michel Cotta, Patrice Duhamel et l'historien Jean Garrigue. Cette dissolution décrétée par le chef de l'État Emmanuel Macron, c'était il y a un an, presque jour pour jour, le 9 juin 2024, à l'issue des élections européennes. Et un an après, où en est-on? La France est-elle bloquée? Les institutions paralysées? Quel regard portent les Français sur le monde politique? Autant de questions que nous allons vous poser et nous poser dans cette soirée spéciale qui continue, spéciale à double titre, Jean-Pierre. Oui, spéciale car il y a cet anniversaire politique et puis spéciale parce que les chaînes parlementaires poursuivent leur chemin commun sur la 8. 25 ans tout juste que nous existons et la suite s'écrira donc sur le canal 8 de la TNT. Bienvenue à vous qui nous découvrez peut-être et bienvenue à nos invités pour cette soirée événement. Anne Levade, pour commencer, bienvenue. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis à vos côtés, Brice Teinturier, bienvenue à vous, directeur général délégué d'Ipsos, enseignant à Sciences Po. Et nous accueillons également Laure Salvin, bienvenue à vous. Vous êtes directrice générale de Verrier en France et vous contribuez aux études et aux rapports de l'Institut Montaigne. David Jaïs, bienvenue à vous également, essayiste, enseignant à Sciences Po, co-auteur avec Xavier Desjardins de La Révolution obligée aux éditions à la Rime. Merci beaucoup à tous les quatre d'être ici pour cette soirée événement. Nous venons donc de voir un documentaire très riche, très fort, ponctué de témoignages de premier plan, peut-être un film pour l'histoire à propos de ce séisme politique qui a été la dissolution annoncée par Emmanuel Macron au soir du 9 juin 2024. Et maintenant, il s'agit de se projeter. Un an après, la France est-elle politiquement bloquée? Le travail législatif s'en trouve-t-il appauvri? Anne Levade, peut-être commençons par vous. Est-ce que cette dissolution a modifié, d'après vous, le fonctionnement de nos institutions? Alors, la pratique institutionnelle a nécessairement évolué parce que la configuration politique est telle que... je ne révèle rien à personne, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Ouais. Il n'y a même pas de majorité relative, en tout cas stable, qui puisse se composer. Et donc les parlementaires sont aujourd'hui beaucoup plus à l'initiative des textes. Et puis le deuxième phénomène, je trouve, c'est une forme d'inversion de l'équilibre naturel entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a vu encore il y a quelques jours des motions de rejet préalable votées qui conduisent à ce que, purement et simplement, pour éviter l'engorgement, on utilise une procédure parlementaire, on détourne d'ailleurs une procédure parlementaire. Éviter l'engorgement, voire le débat. Qui consiste, voilà, engorgement par trop d'amendements, voire le débat purement et simplement. Donc l'Assemblée ne débat même pas et tout part au Sénat. C'est-à-dire que le Sénat se trouve dans une position décisive qui n'est pas nécessairement la sienne au départ d'habitude. Nous avons choisi de vous montrer ces quelques chiffres. Il s'agit de l'évolution de l'activité parlementaire depuis 2021. Regardez ces chiffres avec une tendance générale qui est moins de textes d'une manière générale votés à l'Assemblée nationale et au Sénat, bien entendu, au Parlement d'une manière générale. On pourra rajouter à ces chiffres 2025 où une trentaine de textes aujourd'hui ont été adoptés depuis le début de l'année. Et puis la deuxième tendance, c'est plus de propositions de loi que de projets de loi. Pouvez nous expliquer une minute ce que ça change réellement dans l'activité parlementaire, le fait d'avoir plus de propositions de loi aujourd'hui que de projets de loi? Alors, ça change pas mal de choses. D'abord, ça veut dire que ça a restimulé une initiative parlementaire, c'est-à-dire que les députés en particulier, mais aussi les sénateurs, se sentent en quelque sorte investis d'une mission qui est de proposer des textes, et de proposer des textes qui, pour être adoptés, devront être le plus consensuel possible ab initio. Ça veut donc dire que le gouvernement, qui d'habitude est le principal fournisseur des textes de loi, et oui. 80%, voire plus, des textes étaient d'origine gouvernementale, le gouvernement se met en retrait, même si parfois il téléguide des propositions. C'est-à-dire qu'une manière de déminer le jeu institutionnel... Il passe par les députés. Voilà, c'est de faire porter par des parlementaires des textes que le gouvernement craint d'initier lui-même directement. C'est un peu technique, mais l'idée générale, David Jaïs, c'est qu'on a l'impression qu'un an après cette dissolution, on assiste à un renforcement finalement du législatif au détriment de l'exécutif, ou pas? Vous êtes d'accord avec ça? Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ces indicateurs quantitatifs d'activité législative soient les plus révélateurs de la crise politique dans laquelle on est, parce qu'au fond, qu'il n'y ait pas trop de lois, c'est pas une mauvaise chose. Il y a un rapport du Conseil d'État qui disait quand la loi bavarde... C'est une bonne nouvelle. un rapport sur justement l'activité législative disait quand la loi bavarde, le citoyen l'écoute d'une oreille distraite.
Et on se rappelle que la Troisième République, où il y a eu des lois très importantes qui structurent encore notre vie collective, c'était pas une époque de frénésie législative. Donc il y ait moins de lois, finalement, c'est pas plus mal. Moins de lois, mais plus d'initiatives parlementaires. Plus d'initiatives parlementaires, c'est pas plus mal aussi, parce que au fond, ça devrait vraiment être le Parlement, le lieu d'élaboration de la loi. Le gouvernement, il est d'abord là pour administrer le pays et exercer ses compétences de police générale. Moi, je crois que le problème est politique avant tout. C'est-à-dire que depuis 2022, on a un pays qui est bloqué politiquement parce qu'il n'y a pas de projet politique à vocation majoritaire. Le président de la République a été réélu en 2022. Il n'a pas trouvé derrière une majorité législative qui lui permettait de conduire un deuxième quinquennat avec une vraie puissance réformatrice. Et au fond, la dissolution qui avait été présentée comme une volonté de clarification du paysage politique n'a pas abouti à cette clarification. Au contraire, le brouillard s'est épaissi d'une certaine manière. Et donc, on a cette impression d'immobilisme, de stase politique depuis 2022, qui s'est accrue depuis un an et qui, je crois, transforme la lassitude en indifférence. Est-ce que ce n'est pas en train de créer la culture du compromis aussi, un espace de discussion différent? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça c'était l'illusion et ce que pensaient les Français en 2022, donc avant la dissolution. Il y aurait eu plus de compromis, plus de négociations, et que c'était très bien. J'ai envie de dire, elles en sont revenues. On a des indicateurs qu'on suit annuellement sur cette question et maintenant, ils commencent à comprendre ou à se dire, en tous les cas, qu'une majorité qui prend des décisions, c'est important. Non, je crois que ce qui s'est produit là au cours des derniers mois, c'est pas la dissolution qui a fabriqué la fragmentation. En revanche, ce qui s'est produit, c'est, et je vais reprendre une image d'un Français dans une étude Cali, c'est le sentiment que la France fait la planche. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de blocage politique. Mais j'ai trouvé cette image saisissante et elle dit bien ce que les Français ressentent, alors, je crois. La France fait la planche, il faut nous expliquer quand même. Elle se laisse dériver. Elle ne coule pas, mais elle se laisse dériver. On est là sur l'eau et quand on fait la planche quand même un peu trop longtemps, on finit par boire la tasse. Donc ça montre bien l'inquiétude, je crois, des Français. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, le second point, me semble-t-il, vraiment important, c'est qu'il n'y a plus d'émetteurs. C'est qu'il y a une hyper-fragmentation. Ça, c'est ce que la dissolution a fabriqué, enfin a accentué. Il y avait déjà une tripartition. On a une fragmentation encore plus forte. Du coup, ce n'est pas l'Assemblée qui parle aux Français. Il y a tellement de groupes différents, qui disent tellement de choses différentes, que ce n'est pas de ce côté-là. Il y a 11 groupes politiques, par exemple, à l'Assemblée nationale. Voilà. On n'en a jamais vu autant sous votre contrôle, sous la Ve République. Mais en revanche, vous n'avez plus un gouvernement qui parle haut et fort aux Français. Donc vous n'avez plus d'émetteurs identifiés qui leur disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Par sa fragmentation, l'Assemblée est affaiblie. Par le fait de ne pas avoir de majorité, le gouvernement est affaibli dans sa capacité à s'adresser aux Français. Donc les Français se disent, mais qui s'occupe de nous? Qui s'occupe de nos problèmes dans un monde, a fortiori, encore plus dangereux que ce qu'on avait auparavant? C'est ça, je crois, qui a véritablement changé. C'est cette idée qu'ils sont tout seuls. Et là où je vous rejoins, c'est que pour une bonne partie d'entre eux, ils ont le sentiment d'une mauvaise pièce de théâtre et ils quittent la chambre. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, le film là, il va rien se passer de très important, on fait la planche et nous, on va aller s'occuper de nos petites affaires parce qu'on a bien compris, mais c'est dramatique, que le vrai rendez-vous, ça sera probablement dans 2 ans. Et 2 ans, c'est beaucoup, c'est loin. Laure Salvin, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de grandes réformes, de grands textes votés lors de ces 2 années ? En tout cas, c'est vrai que les Français ont le sentiment que la France est alors en panne, bloquée, fait la planche. Effectivement, ils ont le sentiment qu'on va avoir du mal à trouver finalement des compromis pour pouvoir faire des réformes. Et c'est ce qui les inquiète aussi, cette situation un petit peu de blocage. Les Français nous disent, on le sent aussi dans notre vie quotidienne, dans la vie des entreprises. On voit bien que les entreprises investissent moins. Oui, le milieu économique. Le milieu économique est frileux. Et ça inquiète beaucoup les Français. Mais est-ce qu'ils l'espéraient à travers ce vote, ce fameux compromis? En tout cas, ils l'attendent depuis et là, longtemps. c'est une désillusion parce qu'ils se rendent compte que nos institutions font que quand il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, les choses deviennent nécessairement beaucoup plus compliquées. Ouais. C'est vrai que je reviendrai sur ce que disait Brice. Ils l'attendaient depuis 2022. Dès 2022, en fait, déjà l'Assemblée nationale, la couleur de l'Assemblée nationale était assez fracturée. Et quand on leur demandait est-ce que vous êtes satisfait finalement de cette configuration de l'Assemblée nationale, les Français
nous disait oui, parce que ça va peut-être obliger les hommes et les femmes politiques de faire de la politique autrement, c'est-à-dire avec plus de compromis, aller chercher plus de négociations, etc. Et malheureusement, ils ont le sentiment aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que le personnel politique a échoué, en tout cas jusqu'à présent, dans cette expérience. Alors peut-être du côté de l'Assemblée nationale, mais du côté du Sénat, Anne Levade, par exemple, en vue du prochain budget, il se trouve que les groupes politiques parlent entre eux et préparent un budget bien en amont et discutent avec tous les groupes politiques. Le compromis est en train de se mettre en place. Oui, mais alors, on découvre quelque chose qui est une réalité sénatoriale, j'allais dire historique, c'est-à-dire que la configuration même du Sénat, avec des groupes qui historiquement sont des groupes pivots, c'est-à-dire le fait que la majorité absolue au Sénat est très rare, ne serait-ce que parce que le mode de scrutin est celui qu'on connaît, c'est-à-dire un scrutin mixte, et puis aussi parce que ce sont des élus indirects qui ont une habitude souvent déjà de la négociation de terrain. Donc en soi, ce n'est pas une surprise. Ce qui est en fait assez nouveau, c'est qu'on le voit, et surtout, je pense que le Sénat a conscience aujourd'hui du fait qu'il est le lieu où une situation peut se débloquer. Ouais. J'évoquais tout à l'heure les cas de motion de rejet préalable, ce qui est quand même pas très fréquent dans la vie parlementaire. Et j'ai même entendu certains députés dire c'est le Sénat qui va nous permettre après de discuter. Donc on a en quelque sorte créé les conditions d'une confiance particulière dans le Sénat comme un lieu de déblocage de tensions politiques. Et pour bien comprendre, est-ce que cette dissolution a renforcé le rôle du Sénat, l'a modifié ? Et est-ce que les Français le perçoivent ? Il apparaît comme un havre de paix, le Sénat, finalement, dans cette instabilité politique qu'on vient de décrire. Je crois qu'il y a une conjonction de phénomènes. Il y a le fait que le Sénat, depuis 2008, et sans doute 2008, date de la révision constitutionnelle, l'institution constitutionnelle qui a le plus tiré avantage de la réforme constitutionnelle. Il a utilisé, au long cours, méthodiquement, tous les instruments qui étaient donnés par la réforme constitutionnelle. Beaucoup plus que l'Assemblée. La deuxième chose, on a parlé de 2022, et vous disiez tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas de majorité absolue, les institutions sont difficiles. Là, j'ai un point de désaccord. Les institutions ont été conçues pour la majorité relative. Oui. Et en réalité, le problème vient de ce qu'en 2022, le gouvernement n'a utilisé comme seul instrument que le 49.3, ou prioritairement le 49.3. Alors qu'il avait d'autres outils. Il a très peu utilisé le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il a continué à faire débattre sur des textes de loi, alors que parfois c'était des matières qui relevaient du gouvernement. Donc voilà, c'est un problème de pratique aujourd'hui. Et donc le Sénat tire son épingle du jeu. Oui, aussi auprès des Français. Rappeler, ça permet d'adopter un texte sans l'avoir voté à l'Assemblée nationale. Et auprès des Français, alors Salvin, alors, je pense effectivement qu'auprès des Français aussi, c'est très net. Je trouve que ces derniers temps, justement, les Français ont vu qu'au Sénat, il y avait d'autres modes d'expérimentation dans la façon de faire de la David Jaïs fait l'amour, je vous le dis tout de suite. On va le laisser répondre. Ils ont vu grand-chose sur le Sénat. Mais... Alors les Français le repèrent quand même, dans les études. Dans nos enquêtes, effectivement, ils voient qu'il y a des tentatives de faire autrement. Il y a des commissions d'enquête, on voit bien qu'il y a des alliances entre partis socialistes, les républicains, etc. Et puis il y a aussi une question d'exemplarité. Je crois que les Français aussi, aujourd'hui, ils attendent de leurs responsables une certaine exemplarité. Et on le voit aujourd'hui sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est très compliqué. On l'a vu d'ailleurs. Certains parlent de bordélisation. On le voit dans l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on ne s'entend pas. Aujourd'hui, on ne s'entend plus quand on fait un discours au sein de l'Assemblée nationale. Mais moi, je trouve qu'il y a un paradoxe, c'est qu'à longueur de sondage, les Français nous disent qu'ils veulent plus de compromis. Et en même temps, les personnalités politiques qu'ils plébiscitent, à quelques exceptions près, sont souvent des personnalités très anguleuses, très clivantes, qui affirment des lignes très fortes. Et il y a quand même une prime au clivage qui est donnée à la fois par le système informationnel. Aujourd'hui, les médias courent derrière les réseaux sociaux et les algorithmes sont ainsi faits que tout ce qui est le plus clivant, le plus radical, oppositionnel possible va attirer de l'attention. Et donc, c'est plus intéressant que des propos un peu centristes. Et puis, les institutions aussi. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de parler du mode de scrutin. Moi, je trouve que le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, il n'est pas bon ou mauvais par principe. Il dépend en fait de la structure partisane et des affiliations politiques des Français. Quand vous avez une hyper-fragmentation dont parlait Brice tout à l'heure et un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, là, vous avez une course vers l'extrémisation, parce que, en fait, c'est un peu winner takes all. C'est-à-dire, vous avez intérêt, quand vous êtes un parti qui fait 20 ou 25% des voix,
à être le plus radical possible pour essayer de rafler la mise. Et, là, ça devient dangereux. Et le mode de scrutin dont vous parlez vaut bien sûr pour les élections législatives. Hein. Oui. Et les Français, qu'en pensent-ils? Quel regard portent-ils sur la situation politique et institutionnelle actuelle? Eh bien, nous leur avons posé toutes ces questions. Oui, nous sommes allés à votre rencontre dans plusieurs endroits du territoire, et notamment à Clichy, grande ville de 65 000 habitants en région parisienne, mais aussi dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard, commune d'environ 9 000 habitants. Clément Perrault vous a demandé ce que vous pensiez du monde politique aujourd'hui. On écoute vos réponses et on en parle avec nos invités juste après. Sorti des classes dans cette école de Clichy-sous-Bois, Benjamin vient chercher ses enfants. Son engagement de citoyen, il l'exerce dans une association loin des urnes. Il n'a voté qu'une fois, à l'âge de 18 ans. C'est pas une option, ça veut dire ça va rien changer. Peu importe c'est qui, c'est toujours les mêmes soucis. Je vais travailler pareil, je vais toucher pareil. C'est des pseudo-choix qu'on nous donne, mais la grande ligne c'est la même. Au City Stade du quartier où il a grandi, nous retrouvons Mohamed. Son regard sur la politique a changé depuis les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois. Il s'y intéresse de près, mais n'y trouve pas toujours son compte. Quand ils sont sur les plateaux de télévision, au lieu de parler aux Français, au lieu de faire des propositions, au lieu d'être concrets, ils continuent à faire de la communication. Donc on parle beaucoup de l'Algérie, on parle beaucoup de QTF, etc. Les plus grandes préoccupations qui touchent tout le monde, c'est avant tout le pouvoir d'achat et comment remplir son frigo. Et sur ça, on n'a pas grand-chose à se mettre, on va dire, dans le cerveau ou bien dans l'espérance. Marché de la Ferté-Bernard dans la Sarthe. Arlette vient faire ses courses. Elle suit de loin la politique, mais elle estime que la France reste un pays où il fait bon vivre. On n'est peut-être pas dans les gens les plus malheureux, mais ce n'est pas toujours les plus malheureux qui se plaignent. Hier, j'ai vu des choses à la télé, je me suis dit, mais c'est pas possible de voir ça et que nous, on est quand même heureux. La guerre, elle est un peu partout là. Nous, pour l'instant, on est quand même épargnés et c'est à souhaiter que ça continue. Commerçante ambulante, Nathalie écume avec son camion les petites communes de la Sarthe. Elle aime parler politique avec ses clients et regrette que la vie des citoyens ne soit pas assez valorisée. Il y a eu des conventions citoyennes pour l'environnement, sur la fin de vie. Quand on demande l'avis aux gens, les gens donnent leur avis, il y a des gens intelligents qui planchent dessus. Et en fin de compte, ils font tout ce qu'ils peuvent pour détricoter ce que les citoyens ont décidé et garder que ce qui les intéresse. Brice Teinturier, vous qui prenez régulièrement le pouls politique auprès des Français, est-ce que vous venez d'entendre tout simplement ce que vous entendez, vous voyez souvent ressurgir à travers vos enquêtes? Oui, mais votre reportage, il est très bien fait, parce que le point commun qu'il y a entre ces différents reportages, c'est l'incompréhension. Ce qu'ils expriment tous, c'est une forme d'incompréhension. L'un dit, on ne parle pas assez du pouvoir d'achat et trop d'immigration. Dans nos enquêtes, la première des préoccupations, c'est effectivement le pouvoir d'achat. La deuxième, c'est l'avenir de la protection sociale. L'immigration existe, mais pas en numéro 1. Vous aviez cette femme qui disait « mais je ne comprends pas, finalement on vit quand même pas si mal que ça en France ». Donc il y a de l'incompréhension. Maintenant, ce qu'on voit bien dans nos enquêtes, c'est que vous avez un pays qui est fragmenté en 3 grands blocs. Il y a les mécontents, mais pas en colère. Il y a les mécontents en colère, et il y a les indifférents, les désengagés, ceux, et vous l'aviez aussi, qui disent, de toute façon, tout ça, ça ne sert à rien, c'est une pièce de théâtre où on a toujours la même chose. Et l'extrême difficulté aujourd'hui pour tous les gouvernements, c'est de parvenir à dépasser, non pas les 50%, ça c'est fini. Je crois que c'est fini pour longtemps. C'est simplement d'arriver à réunir, allez, 35-40% de Français. Quand vous arrivez à faire tenir 40% de Français autour d'une même vision, c'est déjà beaucoup. Donc la fragmentation, elle existe, le mécontentement, il est très fort. On a 4 ou 5% de Français qui nous disent « saluons-les, je suis satisfait de la situation actuelle ». Mais tous les autres, c'est je me retire du jeu, je me mets en colère ou je suis mécontent. Alors Salvin, il y a un reproche très précis qui est fait aux responsables politiques, c'est de faire de la communication plutôt que de parler aux Français. Ça, c'est ce que aussi vous retrouvez dans vos enquêtes? Faire de la com, ils font de la com. Ils font de la com. Moi, je dirais aussi, ils font de la com entre eux. C'est ce que remarquent aussi les Français, c'est qu'ils ont le sentiment que les hommes et les femmes politiques se parlent beaucoup entre eux, s'adressent des messages, mais ne les adressent pas forcément aux Français eux-mêmes. Et c'est vrai que quand ils demandent, quand ils sont en attente, on dit d'implication, de référendum, de convention citoyenne, etc.,
Ils attendent surtout d'être pris en considération. Et je crois que ce Il y a un entre-soi qui s'organise aussi via les réseaux sociaux, d'ailleurs, David Giles. Ils se tweetent, exactement, ils se répondent, ils polémiquent. Et je crois que c'est ça qui n'apprécie pas les Français aujourd'hui dans la façon de faire de la politique. Parce que si vous regardez l'intérêt pour l'actualité politique et pour la chose politique, il n'a pas baissé depuis 2022. Dans notre baromètre qu'on fait pour le Figaro Magazine, effectivement, on mesure tous les mois l'intérêt des Français pour l'actualité politique. On est toujours à des niveaux très hauts par rapport à la période, on est souvent très haut en période électorale, vous voyez. Là, on reste à un niveau, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une attente de la part des Français. Et c'est assez drôle parce que donc Verian, l'Institut Verian, c'est l'ancienne Sofres. Et donc j'ai déterré une enquête des années 70 qui était commentée par Alain Duhamel à l'époque sur le rapport des Français et l'État. Et bien en fait, il titrait, Alain Duhamel, et je pense qu'on est encore assez proche, il titrait « Les Français n'aiment pas l'État, mais ils en attendent tout ». Et aujourd'hui encore, je pense que le mécontentement et la colère, elle vient aussi de là, parce qu'on attend encore beaucoup de choses à l'égard de l'État. On parlait, j'entendais une émission sur les nationalisations. On sait qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, que la dette est abyssale. Et pourtant, quand on demande aux Français est-ce que ce serait une bonne idée de nationaliser ou pas, finalement, pourquoi pas ? En fait, on attend l'État dans de nombreux domaines. Et c'est ça aussi peut-être qui explique ce pessimisme, c'est qu'on a le sentiment, après plusieurs crises, après plusieurs événements assez catastrophiques, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., la crise du pouvoir d'achat, finalement que l'État est assez impuissant pour résoudre ces crises. Et on a quelques chiffres, nous aussi, je vais vous faire réagir à ces chiffres. On va regarder le dernier baromètre du Cevipof, publié en février dernier. La politique inspire, écoutez bien, un sentiment négatif à 79% des Français interrogés. 71% trouvent que la démocratie ne fonctionne pas bien. 73% des Français sont d'accord avec l'affirmation suivante, on a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre. Mais ce dernier chiffre, 74% des sondés trouvent que c'est utile de voter car c'est par les élections que l'on peut faire évoluer les choses, David Giles. Il y a trois façons de faire de la politique. Il y a la façon politicienne, pour ne pas dire politicarde, qui consiste effectivement à utiliser les algorithmes des réseaux sociaux et à prendre des sujets un peu clivants pour essayer d'agréger autour de soi une petite meute. Et vous voyez, il y a eu des élections internes aux Républicains, il y a le congrès du Parti Socialiste, il y a des candidats à la présidentielle. Et en fait, ces gens-là inventent des thèmes ou cherchent des thèmes pour essayer d'attirer l'attention sur eux. Et puis, ils ne supportent pas quand il y en a un autre qui capte plus d'attention. Donc ça, c'est vraiment le niveau zéro. C'est le niveau... Deuxième façon de faire la politique. Deuxième façon de faire de la politique, c'est un peu plus proche de ce que décrivait Brice, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelles sont les attentes et les besoins des Français. Mais ce n'est pas pour moi la meilleure façon. Il y a encore une troisième façon qui consiste à essayer d'articuler un vrai projet de transformation à vocation majoritaire. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de construire un projet à vocation majoritaire, mais on est dans un moment entre la situation internationale, la situation des finances publiques, la dégradation de l'État, la situation économique, la crise écologique, nos services publics qui se détériorent, où il y a de l'espace, je crois, intellectuel et politique pour un vrai projet à vocation majoritaire. Et on a une élection présidentielle dans 2 ans. Je pense que tout le monde a un peu levé le crayon, y compris les Français en ce moment, d'où l'indifférence ou l'incompréhension qui domine. Mais s'il y a des candidats ou des candidates qui se présentent à l'élection présidentielle de 2027 avec un vrai projet à vocation majoritaire, je suis certain que ça peut rencontrer une adhésion, parce que la France est un pays qui aime aussi la grande politique et qui peut se retrouver dans ces moments-là. Oui, pardon, Bruce. Juste par rapport aux chiffres que vous avez indiqués, oui. Il faut aussi préciser le pendant inverse. On a 65% de Français qui nous disent que la démocratie reste le meilleur système possible et 35% que d'autres pourraient être tout aussi bons. Donc oui, il y a une demande d'autorité, mais à ne pas confondre l'item que vous avez cité, si on a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre, on le teste en fracture française pour le monde depuis plus de 13 ans, on est même à des niveaux encore plus élevés. Mais c'est surtout à ne pas confondre avec une demande d'autoritarisme, de régime autoritaire. Mais ils ne demandent pas un dictateur. Mais pas du tout. Évidemment. Ils veulent un cadre sécurisé, et c'est bien normal, c'est le fondamental de la démocratie, à l'intérieur duquel exercer leur pleine liberté. La démocratie, dans notre baromètre pour EBRA sur qu'est-ce qui unit les Français, parce qu'on insiste beaucoup sur ce qui les désunit, moi je voudrais de temps en temps remettre aussi la focale sur qu'est-ce qui les unit. Il y a des choses qui les unissent. Ce qu'ils mettent en avant, c'est la démocratie, c'est l'attachement à la démocratie, première des valeurs. Ce qu'ils considèrent être ce qui nous désunit, c'est la violence, parce qu'elle désagrège les liens. Et d'ailleurs, ils ne sont pas démobilisés, ils votent beaucoup, les dernières législatives. Il y a de l'enjeu.
Comment? Quand il y a de l'enjeu. Quand il y a de l'enjeu. Et c'est La parce preuve qu'il y avait avec de l'enjeu que d'ailleurs sont allés les voter. dernières élections législatives, on n'a jamais vu un taux de participation aussi 66%, important. hein, Mais c'est parce qu'il y avait de l'enjeu et l'idée que le RN était aux portes du pouvoir, donc vous avez eu une surmobilisation. Alors il y a des outils possibles pour, un tant soit peu, essayer de rapprocher les Français avec la politique. Et aujourd'hui, on parle par exemple beaucoup de l'insertion de la proportionnelle dans le fameux mode de scrutin évoqué tout à l'heure par David Jayes pour les législatives. Ça vous paraît des outils, des pistes possibles pour réellement mieux représenter les Français aujourd'hui et d'une certaine manière les rapprocher un peu plus, les raccoler à la politique aujourd'hui? Le débat sur la proportionnelle, c'est un débat éternel sous la Ve République, puisque en 1958, le choix a été fait du scrutin majoritaire. Le choix initial même de Michel Debré était d'un modèle à l'anglaise, c'est-à-dire un scrutin majoritaire à un tour, donc un système où là, vraiment, winner takes all, puisque celui qui arrive même avec une voix d'avance emporte la circonscription. Finalement, c'est le système à 2 tours et on a connu une seule expérience au moment des législatives de 86 de représentation proportionnelle. C'est là qu'on a vu d'ailleurs rentrer à l'Assemblée nationale le FN à l'époque. Absolument. Ce n'était pas encore l'Assemblée nationale. Moyennant quoi, c'est d'ailleurs là que c'est intéressant à observer, la représentation proportionnelle en 86 conduit à ce qu'il y ait quand même une majorité à l'Assemblée nationale. Certes, une majorité qui est moins absolue en tout cas moins large que celle qui aurait été produite par le scrutin majoritaire, mais effectivement, la proportionnelle n'empêche pas la majorité. Symétriquement, les élections législatives de 2022 et de 2024 post-dissolution ont montré que le scrutin majoritaire ne garantissait pas une majorité absolue. On l'avait un peu oublié, on le savait pourtant, puisqu'en 88 non plus, il n'y a pas de majorité absolue. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que le mode de scrutin, il n'est là que pour transformer en siège un résultat qui est d'abord celui de la fragmentation plus ou moins grande du paysage politique et donc des électeurs. Deuxième chose, et c'est là que moi j'émets quelques doutes sur la proportionnelle, c'est qu'il n'y a pas une mais des proportionnelles. Et que dès lors qu'on part sur ce terrain-là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut la proportionnelle intégrale, 100% de l'Assemblée nationale élue à la proportionnelle, ou la fameuse dose de proportionnelle, 10%, 20%, 30%. Est-ce que c'est une proportionnelle à l'échelle nationale ou à l'échelle départementale? Est-ce que c'est une proportionnelle avec prime majoritaire? Parce que moi, j'observe un phénomène, c'est que qui demande de manière constante, je ne parle pas là des Français, parce que moi, je ne fais pas de sondage d'opinion, mais qui, dans les partis politiques, demande la proportionnelle? Ceux qui estiment qu'ils sont sous-représentés avec le scrutin majoritaire. Bien sûr. Donc, ce qu'ils veulent, c'est une proportionnelle correctrice. Mais la limite de la correction, c'est que la correction ne peut pas aller jusqu'à faire élire des gens qui ne seront pas élus parce qu'ils n'ont pas suffisamment de voix. Et Bruno Retailleau a bien dit cette semaine qu'il refuserait de porter une telle réforme, disant que cela pourrait déséquilibrer les institutions de la Ve République, David Jayes. Et ce qui vient d'être dit est important, c'est-à-dire que le mode de scrutin, ça n'est jamais que la transformation de rapports de force qui existent dans la société. Et donc effectivement, on peut avoir une assemblée très fragmentée avec un mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Je suis plutôt favorable, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, à la proportionnelle, parce que... Mais à quel type de proportionnel? Peut-être pour aller pour répondre à ce que vient de dire Anne. Parce que, si vous voulez, dans les 30 glorieuses, entre 1945 et 1980, partout en Europe, vous aviez 2 grands partis qui dominaient la vie politique. Vous aviez en gros la social-démocratie, dans ses variantes nationales, et une droite conservatrice ou libérale, selon les pays. Chacun de ces partis faisait 30, 35, 40% des voix. Donc là, le mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, il convient parfaitement. Il y a un émiettement de la vie politique qui n'est pas propre à la France, qui est propre à quasiment tous les pays européens. On le voit en Allemagne aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus 2 grands partis, il y a 5, 6, 7 sensibilités. Partant de là, il me semble qu'un mode de scrutin dans lequel on dit 2 ou 3 sensibilités politiques doivent passer un contrat de gouvernement pour à un instant T gouverner la société, c'est plutôt une bonne chose. Mais ça ne fonctionne que si on a des vrais partis politiques qui prennent leurs responsabilités et qui expriment un véritable projet de société. Et aujourd'hui, en fait, le grave problème, ce qui singularise la France finalement, c'est pas la désaffection démocratique, l'abstention, etc., parce que ça, on le voit ailleurs en Europe. Ce qui singularise la France, c'est l'effondrement partisan. C'est-à-dire que depuis 2017,
tous les partis politiques se sont effondrés. On a des boutiques un peu césaristes avec la France Insoumise ou le Rassemblement National. Le parti majoritaire En Marche, ça n'a jamais existé. Et vous avez deux vieux partis, finalement, les Républicains et le PS, qui sont les plus structurés historiquement, mais qui, électoralement, au moins au niveau national aujourd'hui, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Qui reprennent des couleurs, et donc, en l'occurrence pour le parti LR. Moyen, quand même. Donc, si on veut avoir une véritable proportionnelle en France, il faut reconstruire les appareils partisans. Laure Salvin ? Justement, je pense que, alors, à nouveau, je dirais que c'est un point important. Mais ils la souhaitent, cette proportionnelle, les Français, à travers vos études, ou alors ça leur passe un petit peu au-dessus? Je pense que pour eux, c'est un peu de la cuisine interne. Alors, si vous voulez, est-ce que si vous leur posez la question, ils vont vous dire oui, parce qu'ils ont entendu qu'effectivement, ça donnerait peut-être plus de place aux petits partis. Exactement, voilà. Mais sinon, ils ont plutôt, malgré tout, confiance dans les institutions. Les Français, ils sont d'ailleurs assez attachés. Ensuite, c'est la façon dont on les utilise. Mais je crois que le vrai point aujourd'hui, c'est justement cette fragilisation de la cohésion sociale et le fait qu'on n'arrive plus à trouver de projet commun justement dans lequel on puisse s'investir. Donc je vous parlais de cette enquête des années 70. Dans cette enquête des années 70, il y avait encore un item qui fonctionnait bien, c'était que l'État participait à la modernisation du pays. L'État n'était pas perçu comme particulièrement moderne, hein, ça n'a jamais été le cas, mais participait à la modernisation économique du pays. Aujourd'hui, plus du tout. Donc en fait, le fait effectivement qu'il n'y ait plus cette croyance et qu'il n'y ait pas en parallèle de projets fédérateurs, de redéfinition finalement de ce qui fait qu'on vit ensemble. Parce une vision peut-être. Une vision, je suis d'accord avec Brice aussi, il y a 71% des Français qui nous disent que les gens en France ont des choses en commun. On n'arrête pas de montrer effectivement leur division. En fait, les gens ont besoin de collectif, alors peut-être plus du collectif. Et on en a encore. Et on en a encore. Et le référendum peut-il aider à recréer du lien entre les Français et la politique ? Mais sur quelle thématique, quelle question précisément? Eh bien, c'est ce que Clément Perrot vous a demandé et voici vos réponses. Un sujet qui pourrait être traité par le référendum pourrait être relatif à la taxation des super riches ou en tout cas des super profits. Le fruit du travail n'est pas forcément reversé aux salariés alors qu'il n'y a jamais eu autant de richesses produites. Je souhaiterais que M. Macron ait le courage de faire un référendum sur l'immigration. L'immigration, il y en a de trop. Stop. Moi, je pose la question, le droit du sol. Ce serait bien l'écologie, je pense. Sujet qui est un petit peu oublié ces derniers temps et qui me semble assez crucial. Quel budget et quand, avec quelle action précise, je dirais. Alors, au niveau surtout des retraites, bien évidemment, je suis concernée. D'ici 3-4 ans, je ne sais pas trop à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que le droit de retraite va être maintenu à l'âge actuel ? Du coup, ça serait pour parler de la fin de vie en France. Et j'aimerais bien qu'on nous pose la question, êtes-vous pour ou contre l'euthanasie ? Je trouve qu'on est en retard sur plein de sujets, mais notamment sur ce sujet-là. Ma question, ce serait sur la santé, voilà, les déserts médicaux. Je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner. Hein. Contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Voilà. Pour qu'il y ait une immigration un petit peu moins en France, mais qui en est toujours un petit peu. D'instaurer des quotas, oui, ce serait mieux, ouais, je pense. Le pouvoir d'achat, pour moi, ce serait une des principales thématiques sur laquelle on pourrait délibérer. La préoccupation de la hausse des salaires, notamment, sur les emplois les plus précaires, pour ou contre une augmentation du SMIC, par exemple. Alors, moi, ce qui me tient à cœur, c'est surtout le choix de pouvoir mourir dignement, de choisir ça au moment de vouloir partir. Ma question serait, ai-je le droit de mourir dignement ? Et ça en fait des sujets, Brice Teinturier. Hein. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent être consultés sur énormément de sujets. Bon, c'est assez normal. Vous n'allez pas vous attendre à une réponse négative quand vous demandez aux Français est-ce que vous souhaitez être consulté par référendum. La réponse, elle est massivement oui. Après, on peut établir une hiérarchie. C'est ce qu'on a fait dans une enquête pour la Tribune dimanche. Alors attendez, ils sont très demandeurs de ce fameux référendum. Les Français, c'est ce que national, hein, le référendum national, c'est ce que vous venez de nous dire, parce qu'ils n'ont pas eu le droit à un référendum national depuis 20 ans, les Français. Il y en a eu 10 dans l'histoire de la 5e. Et dont 5 ont été initiés par le seul Charles de Gaulle. Ils sont demandeurs du référendum, les Français? Oui, mais ils sont d'autant plus demandeurs quand ils ont le sentiment que le Parlement est totalement fragmenté et qu'il n'y a pas de thème qui fédère l'ensemble des Français. Et c'est la réalité. Donc là, ça les intéresse, un référendum? Ça les intéresse. Maintenant, ce que votre reportage montre bien, c'est qu'il y a énormément de sujets, des sujets économiques, des sujets sur la fin de vie, des sujets qui peuvent être régaliens autour de l'immigration, que ce soit possible ou pas, c'est encore autre chose. Donc ça, c'est pas très surprenant, ça traduit bien la difficulté, le sentiment qu'ont les Français d'être orphelins
de forces politiques, peut-être de partis politiques, leur proposant des offres, des programmes, des projets dans lesquels ils se retrouveraient. Et comme il n'y a plus ça, la demande de référendum, tous azimuts, sur tous les sujets, eh bien, elle explose. Mais ça reconnecte vraiment les Français à la politique, le référendum, ou c'est la fausse bonne idée? Attention à la fausse bonne idée. C'est difficile à savoir pour celui qui interviendra peut-être. Si on se remémore les référendums antérieurs, on peut quand même se souvenir que le fameux référendum sur le quinquennat en 2000, alors que c'était pourtant une idée extrêmement consensuelle, certes a donné lieu à adoption d'une révision à 70% des voix, mais il n'y a que 30% des Français qui se sont déplacés. Donc en réalité, comment dire, la question du référendum, là aussi, c'est une question récurrente. C'était un instrument voulu véritablement par le général de Gaulle comme un lien direct avant même l'existence de l'élection du président au suffrage universel direct, puisque le référendum, il est prévu dès 1958. Donc un lien direct entre le président, c'est lui qui en décide, et il en décide sans aucune condition, ça fait partie de ses pouvoirs propres, et le peuple. Mais, et il faut faire attention aux termes, le référendum sous la Ve République, ça n'est pas une consultation. C'est une décision, et cette décision, elle prend la forme d'une loi. Donc, ça veut dire que le référendum porte sur l'adoption d'un texte. Et par nature, comme le référendum conduit à dire oui ou non, sans discussion, sans amendement possible, et conduit au préalable, il ne faut pas l'oublier, c'est le propre du référendum, à une campagne référendaire qui, à égalité, permet aux formations politiques de faire valoir les arguments pour et contre. Donc malgré tout, la nature du sujet, je ne suis pas en train de vouloir scléroser l'enjeu du référendum, mais la nature du sujet est évidemment déterminante. Par exemple, sur la fin de vie, il est probable qu'on ne pourrait pas organiser. Il y avait une question précise d'une dame. Et par exemple, sur la fin de vie, il est probable qu'on ne pourrait pas organiser un référendum parce que ça n'est pas une politique économique, sociale ou environnementale et que ce n'est pas de l'organisation des institutions, si je me réfère à l'article 11. Mais organiser un référendum sur la loi sur la fin de vie, ça veut dire aussi un débat référendaire où les anti-fin de vie, euthanasie auront 50% de temps de parole et les pros 50%. C'est aussi des débats très particuliers. Simplement, il y avait un petit problème avec ce qu'on a entendu auprès des Français tout à l'heure, c'est que immigration, ils sont demandeurs d'un référendum, budget, ils sont demandeurs d'un référendum, mais ça, ce sont des sujets que d'emblée, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a exclu. C'était le 13 mai dernier chez nos confrères de TF1. Donc là, il y a aussi un déphasage. Ils sont demandeurs de thèmes qu'on leur dit non, pas cela, pas la retraite par exemple, où j'imagine qu'une bonne partie des Français attendent un référendum, c'est ce qui est dit en tout cas dans ces témoignages. Oui, puis c'est justement tout l'enjeu. Effectivement, la question d'un référendum réussi aussi, c'est la question de la mobilisation. Si vous avez 30% de participation, c'est un échec, c'est terrible. Les Français ont aussi en tête, et ça on l'oublie, qu'il y a 20 ans, on a eu en 2005 un référendum sur le traité constitutionnel. Et ils n'ont pas été écoutés. Et qui n'ont pas été écoutés, donc c'est un vrai traumatisme. Donc en fait, les Français, ils se disent pourquoi pas organiser un référendum, mais je ne suis pas sûre qu'ils croient en la possibilité d'une transformation réelle, finalement, en décision ou en projet politique. Et puis, on le disait, leur première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. C'est difficile de faire un référendum sur, sur le pouvoir d'achat. Quelle question poser Je pense que le seul avantage du référendum... Quel texte, voilà. Le seul avantage, c'est justement de créer ce débat en amont. Et ça, effectivement, je pense que ça permettrait de revitaliser un petit peu la vie politique. Et on le voit d'ailleurs, nos confrères étrangers nous l'envient beaucoup, ces débats qui peuvent y avoir sur des sujets de société. Ils nous disent, vous êtes vraiment les seuls à avoir quasiment tous les soirs des émissions sur... Non mais c'est vrai. Et les Français adorent ça. Donc effectivement, le seul peut-être avantage d'un référendum, ça serait justement de réouvrir des débats. Des débats et de les consulter, qu'ils aient le sentiment d'être consultés. Mais normalement... J'en ai marre de ce serpent de mer des référendums depuis 2 ans où on a gadgetisé le référendum. Vous avez très bien rappelé le cadre constitutionnel du référendum. Il y a un cadre philosophique aussi qui avait été donné par le général de Gaulle. Un référendum, c'est l'appel au peuple pour trancher des questions de contrat social. Est-ce que l'Algérie doit se séparer de la France? Est-ce qu'on doit passer aux institutions de la Ve République? Ça, c'est des questions de contrat social. Est-ce qu'on a des questions de contrat social dans les années à venir en France? Oui. La répartition, par exemple, de la valeur entre actifs et inactifs. Ça, c'est une question de contrat social. En l'occurrence, la réforme des retraites. La répartition des pouvoirs entre l'État
et les collectivités territoriales. Ça, c'est une question de contrat social. Donc oui, il faudra probablement solliciter les Français, si possible, dans la foulée d'une élection présidentielle, pour bien confirmer, pour bien tamponner que de grands arbitrages de contrat social doivent être pris dans le pays. Et ça n'est d'ailleurs pas contradictoire, et je suis peut-être une bête bizarre, mais je trouve que ça n'est pas contradictoire avec un exercice plus consensuel, plus proportionnel, plus contractuel du pouvoir au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des grandes questions de contrat social qui nécessitent l'appel au peuple, et au quotidien, il faut un gouvernement qui représente mieux le pluralisme plus fort qui existe dans la société française aujourd'hui. Est-ce qu'il faut changer les règles du jeu, Anne Lehouat? Est-ce qu'il faut en arriver à remettre sur la table cette idée d'une nouvelle constitution à l'occasion de la prochaine présidentielle? Il n'y a qu'en France qu'on pose la question dans ces termes. Nous sommes les recordman mondiaux, toutes catégories, du nombre de constitutions. Nous en avons eu 15 depuis 1791. On a tout essayé. Chaque fois qu'on a un problème, on pense que c'est la Constitution. Et alors la constitutionnaliste que je suis est obligée de vous dire que la Constitution ne fait pas de miracle. Et que la Constitution, c'est un cadre qui d'ailleurs doit être aussi flexible que possible. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être précis, mais qui doit laisser des marges de manœuvre parce que c'est le cadre d'exercice du pouvoir politique. Et ce cadre, si vous prenez les États-Unis, ils ont le même, bien sûr il y a eu des révisions, mais ils ont le même depuis 1787. Donc pourquoi nous sommes obligés à chaque fois de concevoir ça par un changement de la Constitution? C'est quoi, c'est une agitation des politiques? C'est pour agiter dans la norme, c'est-à-dire qu'on pense qu'en changeant la règle de droit, ça va changer le monde. En réalité, aujourd'hui, ce ne sont pas les institutions au sens juridique qui dysfonctionnent, c'est la pratique de ceux qui sont, à un moment donné, les institutions qui dysfonctionnent. Sauf erreur de ma part, d'ailleurs, il n'y avait pas dans votre reportage des demandes pour changer de république ou sur des institutions. Et est-ce qu'il y en a dans vos enquêtes? C'est un truc... Non, oui, mais parce qu'on pose la question. Spontanément, ce n'est pas une demande massive, majeure. Les demandes massives majeures... Et quand on leur pose la question, ils disent oui quand même? Changer de république? Il y a une partie qui dit oui, une autre partie qui dit non. Il y a la 6e République pour les mélenchonistes, et puis il y en a d'autres qui ne vous disent surtout pas. Non, moi je voudrais revenir juste sur un petit point. Ce qui me paraît, ça a été dit, mais fondamental dans l'idée du référendum, c'est le débat. Pourquoi c'est si important? Parce que ça fait émerger des arguments, et que par exemple sur la fin de vie, les 80% de Français qui sont favorables à l'euthanasie, ça, pardon, et je suis bien placé pour le dire, c'est la réponse à une question binaire et mal posée de mon point de vue de sondage. C'est un débat complexe. Le référendum, il permet de faire émerger toute une série de réflexions, d'arguments, et de faire réfléchir les gens. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que contrairement à une idée répandue, il n'y a plus de débat en France. Il y a de l'invective, il n'y a pas de véritable débat à l'Assemblée. Il y a peu de véritables débats sur les plateaux. C'est beaucoup des monologues ou des invectives. Et c'est ça qui fracasse la démocratie. Merci David Jaïs. Et c'est ça qui fracasse Ou alors il y a des débats d'experts. Mais enfin bon, ça touche ceux qui s'intéressent fondamentalement à la politique. Donc l'intérêt du référendum, pour moi, plus encore que le résultat, c'est la possibilité de recréer du débat collectif, de l'échange argumentatif et que des Français entendent ces arguments. La France est-elle la seule à vivre une crise de confiance, et une instabilité politique de cette ampleur? Eh bien, avant de terminer cette émission spéciale, nous avions envie de voir ce qu'il se passe au-delà de nos frontières. Et c'est vous, Christophe Préau, qui allez nous aider à répondre à cette question. Vous êtes directeur de la rédaction de Toute l'Europe, un média de référence sur les questions européennes. Vous avez une vision d'ensemble. La crise politique que connaît la France est-elle un cas isolé ou est-ce que finalement c'est un peu général ? Bonjour à tous. Alors, la crise politique en France, c'est pas un cas isolé. On vient de le voir d'ailleurs cette semaine, puisque les Pays-Bas se préparent à des élections législatives anticipées. Geert de Wilder, qui est le leader du Parti pour la liberté, un parti d'extrême droite, vient de quitter la coalition. Un an après avoir formé justement une coalition, le Portugal s'est exprimé aussi le 18 mai dans des élections législatives anticipées, qui elles-mêmes arrivé un an après des élections législatives anticipées aussi, suite à la démission d'Antonio Costa. On le voit, il y a une relative instabilité politique au sein des 27. Et je dirais, au-delà de crise, ce que l'on voit aussi dans chaque élection, en fait, ce qu'on a vu aussi au sein du Parlement européen lors des élections de 2019 et 2024, c'est un grand éclatement, en fait, une dispersion des voix. On le voit dans chaque élection, c'est vraiment la fin du bipartisme, ce qui fait qu'effectivement,
même dans les pays qui sont habitués à scrutin à la proportionnelle, former des coalitions, c'est de plus en plus compliqué, ça génère de l'instabilité. Et là, je vois, on s'enchaîne de législatives anticipées en législatives anticipées, qui semble être le rythme adopté ces derniers temps. Vous restez avec nous, Christophe, c'est intéressant ce que vous dites. Ça rassure un petit peu, non, David Jay? Non, ça rassure pas. C'est-à-dire que toutes les démocraties occidentales sont en crise parce qu'elles ont perdu la stabilité économique et sociale qui était celle des 30 glorieuses, pour le dire très rapidement, avec une croissance, une certaine homogénéité de la population, l'idée que les horizons s'amélioraient, etc. Donc ça, c'est évident, c'est pareil partout. Je trouve que la différence entre la France et le reste de l'Europe, c'est qu'en France, pour abonder dans le sens d'Anne Levade, on a des institutions qui sont plutôt plus robustes qu'ailleurs en Europe. En revanche, on a des partis et des mœurs politiques qui sont plus dégradés qu'ailleurs en Europe. Et donc, au final, ça s'équilibre. Alors Christophe Priot, nous parlions fatigue démocratique, crise de confiance en la politique et ses représentants. Est-ce que c'est aussi le cas ailleurs en Europe ? Alors, on le voit, il y a un fond commun, en fait, c'est une grande inquiétude et la problématique du pouvoir d'achat. Deuxièmement, il y a aussi une grande inquiétude par rapport au contexte international. La guerre en Ukraine, elle est vécue évidemment différemment chez nous que sur le front plus oriental de l'Union européenne, mais il y a une grande inquiétude. Et puis aussi, le contexte international avec Donald Trump, chaque citoyen comprend bien que si les droits de douane augmentent demain, forcément son porte-monnaie va obligatoirement en souffrir. Et puis il y a un sujet aussi dont on parle peut-être pas assez, que l'Union européenne a bien pris en main et les États membres aussi, c'est la question de la désinformation et des ingérences étrangères. On peut le dire aujourd'hui, il n'y a pas un scrutin local ou national qui se déroule au sein de l'Union européenne sans qu'il y ait une ingérence étrangère, une manipulation de l'information, et essentiellement provenant de la Russie. On l'a vécu très dernièrement au mois de mai lors des élections en Roumanie, élections, je rappelle, présidentielles qui ont été annulées, qui se sont déroulées au premier tour en novembre, mais qui ont été annulées parce qu'il y a eu une ingérence étrangère, celle de la Russie, à travers les réseaux sociaux et TikTok, qui a été connue et reconnue. Donc cette manipulation de l'information, qui joue aussi sur les peurs et sur les inquiétudes, elle génère beaucoup aussi d'interrogations et crée encore aussi une fracture par rapport à la confiance dans les institutions. Merci beaucoup, Christophe. C'est intéressant. On sent que c'est quand même assez général. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que chez Veria, on fait des enquêtes pour la Commission européenne, donc auprès de tous les pays, dans le cadre de l'Eurobaromètre, tous les pays européens. Et cette tendance, effectivement, cette inquiétude face à ce contexte politique, économique, international très en tension, effectivement, est visible dans tous les pays. Et ce que je trouve intéressant, parce qu'on parlait des institutions, c'est justement qu'il y a quand même quelque part une réaffection à l'égard de l'institution européenne. C'est-à-dire que finalement, dans un contexte effectivement très complexe, de danger... Elle est vue comme un refuge. Ben oui, et effectivement, il y a de plus en plus aujourd'hui d'Européens qui disent, en fait, on voudrait davantage d'Europe. Quel retournement de situation de politique commune, notamment dans le domaine de la défense, de l'armement, etc. Donc je trouve aussi qu'il y a quand même ce recours aux institutions qui reste, je trouve, on n'est pas non plus dans des démocraties où on veut tout faire sauter. Non, au contraire, on veut effectivement un cadre et surtout quelqu'un qui endosse la responsabilité de guider un peu les autres pays. Brice Teinturier, vous souhaitiez compléter ce qui vient d'être dit, non ? Ce qui me frappe beaucoup dans les trois thèmes là, qui ont été évoqués, la déstabilisation, le pouvoir d'achat, etc., c'est que vous voyez bien que le problème principal pour l'Europe, et encore plus, j'ai envie de dire, pour la France, ce sont des problèmes économiques et sociaux, et non pas des problèmes identitaires. Et il faut le rappeler, parce qu'on met beaucoup l'accent sur les problèmes identitaires. En réalité, nous faisons face à des menaces extérieures graves et importantes. Ça, c'est un vrai sujet. Mais ensuite, à l'intérieur des frontières, c'est le pouvoir d'achat qui désagrège les choses. C'est l'absence de perspective. Ce sont les problèmes économiques et sociaux avant d'être des problèmes de qui sommes-nous, qui doit faire partie de la communauté nationale ou pas. Et puisqu'on arrive à la fin de cette émission spéciale, peut-être un mot de conclusion à chacun. J'ai envie de terminer peut-être soit sur une note d'optimisme, soit sur une note de pessimisme. Anne Levade. Ni optimisme, ni pessimisme. Moi, je voulais prolonger quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure. Je crois que les institutions aujourd'hui ne sont pas en cause. Je pense que ce qui manque, et la difficulté est que c'est l'Assemblée nationale qui joue ce rôle, ce sont des lieux de cristallisation des
prise de position politique. Donc les partis politiques, des lieux de débat dans lesquels finalement les uns et les autres arrivent, et quand je dis les uns et les autres, je parle des citoyens, arrivent à trouver des terrains d'entente. Aujourd'hui, on a l'impression que, on l'a entendu, les Français se plaignent de ne pas être suffisamment entendus, écoutés, consultés, mais parce qu'en réalité, ont disparu des espaces dans lesquels ils pouvaient échanger et aussi faire évoluer leur propre position en la confrontant à celle des autres. Intéressant. David Giles ? Et si je reprends ma typologie de tout à l'heure, je dirais que la différence entre le politicien, l'homme ou la femme politique et l'homme d'État, c'est que le politicien, il va vouloir envoyer des OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que ça va faire du buzz. L'homme politique, il va écouter Brice et il va dire il y a un problème de pouvoir d'achat, on va baisser la taxe d'habitation. L'homme ou la femme d'État, il va expliquer que derrière le pouvoir d'achat, il y a un sujet de productivité, il y a un sujet de production et il y a un sujet de modèle de protection sociale et que du coup, il y a des transformations profondes à faire si on veut retrouver ce fameux pouvoir d'achat qui ne tombe pas du ciel. C'est donc un appel que vous lancez. Laure Salvin. Moi, je serais plutôt optimiste aussi, et je trouve que justement, les Français sont en attente de consultations, mais je pense que c'est surtout de redéfinition, effectivement, de notre vouloir vivre commun. Voilà. Et je pense que ça, c'est une question sociétale qui intéresse les Français. Et je trouve que petit à petit, alors peut-être par le référendum, peut-être par différents types de débats, peut-être qu'on peut y arriver, effectivement, sans que ce soit les partis qui nous amènent directement à ces réflexions. Non, très rapidement, quand je regarde l'ensemble des enquêtes qu'on réalise à Ipsos, il y a des points qui réunissent les Français. Je ne pense pas du tout que la France soit un archipel irrémédiablement divisé. Il y a des tas de sujets qui rassemblent les majorités de Français. En revanche, ce qui manque, et c'est un peu ce qu'Anne Levat disait, c'est un espace de délibération. C'est ça qui a été dynamité. Et si on veut transformer les points communs en un potentiel ou possible projet fédérateur, il faut des espaces délibératifs à reconstruire. Ça passe par des partis, ça passe par un jeu médiatique un peu différent, ça passe par des responsables politiques qui cessent d'être dans leur couloir exclusif et qui acceptent d'écouter l'argumentation de l'autre, peut-être d'en tenir compte et de trouver un mode de délibération. Mais c'est ça pour moi le cœur du problème, ce sont des espaces délibératifs qui se sont effondrés. Un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission spéciale à propos de la situation politique française, un an tout juste après la dissolution du 9 juin 2024. Merci pour vos éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, désormais, vous pouvez retrouver les chaînes parlementaires sur le canal 8 de la TNT. À très bientôt, donc merci.